Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit, votre émission littéraire sur D8. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour continuer avec vous les fables de La Fontaine. Fables que vous connaissez sûrement puisqu'on l'a tous au moins étudié une fois au collège ou au lycée. Pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag VBN ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je vais donc reprendre ma lecture au livre 7e. Les deux coqs. Deux coqs vivaient en paix, une poule survint et voir la guerre allumée. Amour, tu perdis trois, et c'est de toi que vint cette querelle envenimée. Où du sang des dieux, même on vit le xanthe, tint, longtemps entre nos coqs le combat se maintint. Le bruit s'en répandit par tout le voisinage. La gente qui porte crête au spectacle accourut, plus d'une hélène au beau plumage, fut le prix du vainqueur, le vaincu disparut. Il alla se cacher au fond de sa retraite, pleura sa gloire et ses amours qu'un rival tout fier de sa défaite possédait à ses yeux. Il voyait tous les jours cet objet rallumer sa haine et son courage. Il aiguisait son bec, battait l'air et ses flancs, et s'exerçant contre les vents, s'armait d'une jalouse rage. Il n'en eut pas besoin. Son vainqueur sur les toits s'alla percher et chanter sa victoire. Un vautour entendu sa voix, adieu les amours et la gloire. Tout cet orgueil périt sous l'oncle du vautour. Enfin, par un fatal retour, son rival autour de la poule s'en revint faire le coquet. Je laisse à penser quel caquet, car il eut des femmes en foule. La fortune se plaît à faire de ses coups. Tout vainqueur, un seul à sa perte travaille. Défions-nous du sort et prenons garde à nous, après le gain d'une bataille. L'ingratitude et l'injustice des hommes envers la fortune. Un trafiquant sur mer par bonheur s'enrichit. Il triompha des vents pendant plus d'un voyage. Gouffre, banc ni rocher n'exigea de péage. D'aucun de ses ballots, le sort l'en affranchit. Surtout ses compagnons Atropos et Neptune recueillirent leurs droits tandis que la fortune prenait soin d'amener son marchand à bon port. Facteur, associé, chacun lui fut fidèle. Il vendit son tabac, son sucre, sa cannelle. Ce qu'il voulut, sa porcelaine encore, le luxe et la folie enflèrent son trésor. Bref, il plut dans son escarcelle. On ne parlait chez lui que par double ducat. Et mon homme d'avoir chien, chevaux et carrosse, ses jours de jeûne étaient des noces. Un sien ami, voyant ses somptueux repas, lui dit « Et d'où vient donc un si bon ordinaire ?» Et d'où me viendrait-il que de mon savoir-faire ? Je n'en dois rien qu'à moi, qu'à mes soins qu'au talent, de risquer à propos et bien placer l'argent. Le profit lui semblant une fort douce chose, il risqua de nouveau le gain qu'il avait fait. Mais rien, pour cette fois, ne lui vint à souhait. Son imprudence en fit la cause. Un vaisseau mal frété périt au premier vent. Un autre, mal pourvu des armes nécessaires, fut enlevé par les corsaires. Un troisième au port arrivant, rien n'eut cours ni débit, le luxe et la folie,
n'était plus telle qu'auparavant. Enfin, ses facteurs le trompant, et lui-même ayant fait grand fracas, Shirley mit beaucoup en plaisir, en bâtiment beaucoup, il devint pauvre tout d'un coup. Son ami, le voyant en mauvais équipage, lui dit « D'où vient cela ?»« De la fortune, hélas. »« Consolez-vous, dit l'autre. Et s'il ne lui plaît pas, que vous soyez heureux, tout au moins soyez sage. » Je ne sais s'il crut ce conseil, mais je sais que chacun impute, en cas pareil, son bonheur à son industrie. Et si de quelque échec notre faute est suivie, nous disons injure au sort. Chose n'est ici plus commune, le bien nous le faisons, le mal c'est la fortune. On a toujours raison, le destin toujours tort. Les devineresses. C'est souvent du hasard que naît l'opinion. Et c'est l'opinion qui fait toujours la vogue. Je pourrais fonder ce prologue sur gens de tout état, tout est prévention. Cabale, entêtement, point ou peu de justice. C'est un torrent, qu'y faire? Il faut qu'il ait son cours. Cela fut et sera toujours. Une femme à Paris faisant la pythonisse, on l'allait consulter sur chaque événement. Perdait-on un chiffon? Avait-on un amant? Un mari vivant trop au gré de son épouse? Une mère fâcheuse? Une femme jalouse? Chez la devineuse, on courait pour se faire annoncer ce que l'on désirait. Son fait consistait en adresse, quelque temps de l'art, beaucoup de hardiesse. Du hasard quelquefois, tout cela concourait. Tout cela bien souvent faisait crier miracle. Enfin, quoique ignorante à 20 et 3 carats, elle passait pour un oracle. L'oracle était logé dedans un galetas. Là, cette femme emplit sa bourse et sans avoir d'autres ressources, gagne de quoi donner un rang à son mari. Elle achète un office, une maison aussi. Voilà le galetas rempli. D'une nouvelle hôtesse, à qui toute la ville, femme, fille, valet, gros messieurs tout enfin, allait comme autrefois demander son destin. Le galetas devint l'antre de la Sibylle. L'autre femelle avait achalandé ce lieu. Cette dernière femme eut beau faire, eut beau dire, moi devine, on se moque, et messieurs sais-je lire. Je n'ai jamais appris que ma croix de par Dieu. Point de raison, fallut deviner et prédire, mettre à part force bon du cas, et gagner malgré soit plus que 2 avocats. Le meuble et l'équipage aidaient fort à la chose. 4 sièges boiteux, un manche de balai, tout sentait son sabbat et sa métamorphose. Quand cette femme aurait dit vrai, dans une chambre tapissée, on s'en serait moqué. La vogue était passée. Au galetas, il avait le crédit. L'autre femme se morfondit. L'enseigne fait la chalandise. J'ai vu dans le palais une robe mal mise. Gagnée gros, les gens l'avaient prise. Pour maître tel, qui traînait après soi, force écoutant, demandez-moi pourquoi. Le chat, la belette et le petit lapin. Du palais d'un jeune lapin, Dame Belette un beau matin s'empara, c'est une rusée. Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates un jour, qu'il était allé faire à l'aurore sa cour.
Parmi le thym et la rosée, après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeannot Lapin retourne au souterrain séjour. La belette avait mis le nez à la fenêtre. Ô Dieu hospitalier, que vois-je ici paraître? Dit l'animal chassé du paternel logis. Oh là, Madame Belette, que l'on déloge sans trompette, où je vais avertir tous les rats du pays. La dame au nez pointu répondit que la terre était au premier occupant. C'est un beau sujet de guerre, qu'un logis où lui-même il n'entrait qu'en rampant. Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi en a pour toujours fait l'octroi. À Jean, fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi. Jean Lapin allégua le coutume et l'usage. Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logis rendu maître et seigneur, et qui, de père en fils, l'ont de Pierre à Simon, puis à moi, à Jean, transmis. Le premier occupant, est-ce une loi plus sage? Or bien sans crier davantage, rapportons-nous, dit-elle, à Raminagrobi. C'est un chat vivant comme un dévot ermite, un chat faisant la chatemite. Un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras, arbitre expert sur tous les cas. Jean Lapin pour juge l'agréé, les voilà tous deux arrivés, devant sa majesté fourrée. Grippe Minot leur dit, mes enfants, approchez, approchez, je suis sourd, les uns en sont la cause. L'un et l'autre approcha ne craignant nulle chose. Aussitôt qu'à portée il vit les contestants. Grippe Minot le bon apôtre, jetant des deux côtés la griffe en même temps. Mit les plaideurs d'accord, en croquant l'un et l'autre. Ceci ressemble fort au débat qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi. La tête et la queue du serpent. Le serpent a deux parties, du genre humain ennemi, tête et queue, et toutes deux ont acquis un nom fameux. Auprès des parcs cruels, si bien qu'autrefois entre elles, il survint de grands débats pour le pas. La tête avait toujours marché devant la queue. La queue aussi se plaignit et lui dit « Je fais maintes et maintes lieux, comme il plaît à celle-ci. Croit-elle que toujours j'en veuille user ainsi? Je suis son humble servante. On m'a faite, Dieu merci, sa sœur et non sa suivante. Toutes deux de même sang, traitez-nous de même sorte. Aussi bien qu'elle je porte, un poisson prompt et puissant. Enfin, voilà ma requête. C'est à vous de commander qu'on me laisse précéder. À mon tour, ma sœur la tête, je le conduirai si bien qu'on ne se plaindra de rien. Le ciel eut pour ses vœux une bonté cruelle. Souvent sa complaisance a de méchants effets. Il devrait être sourd aux aveugles souhaits. Il ne le fut pas lors, et la guide nouvelle, qui ne voyait au grand jour pas plus clair que dans un four. Donnait tantôt comme un marbre, contre un passant, contre un arbre. Droit aux ondes du Styx, elle mena sa sœur. Malheureux les États tombés dans son erreur. Un animal dans la lune. Pendant qu'un philosophe assure que toujours par leur sang les hommes sont dupés, un autre philosophe jure qu'ils ne nous ont jamais trompés. Tous les deux ont raison, et la philosophie dit vrai,
quand elle dit que les sens tromperont tant que leur rapport les hommes jugeront. Mais aussi, si l'on rectifie l'image de l'objet sur son éloignement, sur le milieu que l'environnement, sur l'organe et sur l'instrument, les sens ne tromperont personne. La nature ordonna ces choses sagement. J'en dirai quelques jours les raisons amplement. J'aperçois le soleil. Quelle en est la figure? Ici-bas, ce grand corps n'a que 3 pieds de tour. Mais si je le voyais là-haut dans son séjour, que serait-ce à mes yeux que l'œil de la nature? Sa distance me fait juger de sa grandeur. Sur l'angle et les côtés, ma main la détermine. L'ignorant le croit plat, j'épaissis sa rondeur. Je le rends immobile et la terre chemine. Bref, je dément mes yeux en toute sa machine. Ce sens ne me nuit point par son illusion. Mon âme en toute occasion développe le vrai caché sous l'apparence. Je ne suis point d'intelligence. Avec mes regards, peut-être un peu trop promptes, ni mon oreille lente à m'apporter les sons. Quand l'eau courbe un bâton, ma raison la redresse. La raison décide en maîtresse. Mes yeux, moyennant ce secours, ne me trompent jamais en me mettant toujours. Si je crois leur rapport, erreur assez commune, une tête de femme est au corps de la lune. Peut-elle être? Non. D'où vient donc cet objet? Quelques lieux inégaux font de loin cet effet. La lune, nulle part, n'a sa surface unie. Montueuse en des lieux, en d'autres aplanie, l'ombre avec la lumière y peut tracer souvent. Un homme, un bœuf, un éléphant. Naguère l'Angleterre y vit chose pareille. La lunette placée, un animal nouveau, parut dans cet astre si beau. Et chacun de crier merveille. Il était arrivé là-haut un changement, qui présageait sans doute un grand événement. Savait-on si la guerre entre tant de puissances n'en était point l'effet? Le monarque accourut. Il favorise en roi ses hautes connaissances. Le monstre dans la lune, à son tour, lui parut. C'était une souris cachée dans les vers. Dans la lunette était la source de ces guerres. On en rit. Peuple heureux, quand pourraient les François se donner, comme vous, entiers à ses emplois? Mars nous fait recueillir d'amples moissons de gloire. C'est à nos ennemis de craindre les combats, à nous de les chercher, certains que la victoire, amante de Louis, suivra par tous ses pas. Ces lauriers nous rendront célèbres dans l'histoire. Même les filles de mémoire ne nous ont point quittés, nous goûtons des plaisirs. La paix fait nos souhaits et non point nos soupirs. Charles en sait jouir. Il saurait dans la guerre signaler sa valeur et mener l'Angleterre. À ces jeux qu'en repos, elle voit aujourd'hui cependant s'il pouvait apaiser la querelle. Quelle dansance! Est-il rien de plus digne de lui? La carrière d'Auguste a-t-elle été moins belle que les fameux exploits du premier des Césars? Ô peuple trop heureux, quand la paix viendra-t-elle nous rendre comme vous tout entiers aux beaux-arts? Livre 8e. La mort et le mourant. La mort ne surprend point le sage. Il est toujours prêt à partir, s'étant su lui-même avertir de temps où l'on se doit résoudre à ce passage. Ce temps, hélas, embrasse tous les temps, qu'on le partage en jours, en heures, en moments. Il n'en est point qu'il ne comprenne
Dans le fatal tribut, tous sont de son domaine. Et le premier instant où les enfants des rois ouvrent les yeux à la lumière est celui qui vient quelquefois fermer pour toujours leurs paupières. La mort ravit tout sans pudeur. Un jour, le monde entier accroîtra sa richesse. Il n'est rien de moins ignoré, et puisqu'il faut que je le dise, rien où l'on soit moins préparé. Un mourant qui comptait plus de 100 ans de vie se plaignait à la mort que précipitamment, elle le contraignait de partir tout à l'heure. Sans qu'il eût fait son testament, sans l'avertir au moins, est-il juste qu'on meure au pied levé ? Dit-il. Attendez quelque peu. Ma femme ne veut pas que je parte sans elle. Il me reste à pourvoir un arrière-neveu. Souffrez qu'à mon logis, j'ajoute encore une aile. Que vous êtes pressante, ô déesse cruelle. Vieillard, lui dit la mort, je ne t'ai point surpris. Tu te plains sans raison de mon impatience. Et n'as-tu pas 100 ans ? Trouve-moi dans Paris. Deux mortels aussi vieux, trouve-m'en 10 en France. Je devais, se dis-tu, te donner quelques avis qui te disposaient à la chose. J'aurais trouvé ton testament tout à fait, ton petit-fils pourvu, ton bâtiment parfait. Ne te donna-t-on pas des avis quand la cause du marché et du mouvement, quand les esprits, le sentiment, quand tout faillit en toi, plus de goût, plus d'ouïe, toute chose pour toi semble être évanouie. Pour toi, l'astre du jour prend des soins superflus. Tu regrettes des biens qui ne te touchent plus. Je t'ai fait voir tes camarades, ou morts, ou mourants, ou malades. Qu'est-ce que tout cela qu'un avertissement ? Allons, vieillard, et sans réplique, il n'importe à la République que tu fasses ton testament. La mort avait raison. Je voudrais qu'à cet âge, on sortît la vie ainsi que d'un banquet. Car de combien peut-on retarder le voyage ? Tu murmures, vieillard. Vois ces jeunes mourir, vois les marcher, vois les courir. À des morts, il est vrai, glorieuses et belles, mais sûres cependant, et quelquefois cruelles. J'ai beau te le crier, mon zèle est indiscret, le plus semblable aux morts meurt le plus à regret. Le savetier et le financier. Un savetier chantait du matin jusqu'au soir. C'était merveille de le voir, merveille de l'ouïr. Il faisait des passages plus contents qu'aucun des 7 sages. Son voisin, au contraire, étant tout cousu d'or, chantait peu, dormait moins encore. C'était un homme de finance. Si, sur le point du jour, parfois il sommeillait, le savetier alors en chantant l'éveillait. Et le financier se plaignait que les soins de la providence n'eussent pas au marché fait vendre le dormir. Comme le manger et le boire, en son étel il fait venir le chanteur et lui dit « Or ça, sire Grégoire, que gagnez-vous par an ?»« Par an, ma foi, monsieur, dit avec un ton de rieur, le gaillard savetier, ce n'est point ma manière de compter de la sorte, et je n'entasse guère un jour sur l'autre. Il suffit qu'à la fin, j'attrape le bout de l'année, chaque jour emmène son pain. Eh bien, que gagnez-vous ? Dites-moi par journée. Tantôt plus, tantôt moins, le mal est que toujours. Le mal est que dans l'an s'entremêlent des jours. Qu'il faut chômer, on nous ruine en fait.
L'un fait tort à l'autre, et monsieur le curé, de quelques nouveaux saints, charge toujours son prône. Le financier, riant de sa naïveté, lui dit « Je veux vous mettre aujourd'hui sur le trône. Prenez ces 100 écus, gardez-les avec soin, pour vous en servir au besoin. » Le savetier crut voir tout l'argent que la terre avait depuis plus de 100 ans produit pour l'usage des gens. Il retourne chez lui, dans sa cave il en serre, l'argent et sa joie à la fois, plus de chant, il perdit la voix, du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines. Le sommeil quitta son logis, il eut pour hôte les soucis, les soupçons, les alarmes vaines. Tout le jour il avait l'air au guet, et la nuit, si quelque chat faisait du bruit, le chat prenait l'argent. À la fin, le pauvre homme s'encourut chez celui qui ne le réveillait plus. « Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme, et reprenez vos 100 écus. » C'est ainsi que je termine avec vous les fables de La Fontaine. J'espère que vous avez apprécié cette lecture en ma compagnie. Je vous souhaite une bonne nuit si vous allez vous coucher et comme d'habitude, une bonne journée si vous vous levez. À bientôt sur D8.